Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions? Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis Ronnie Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous. Il est temps de brancher vos écouteurs. L'épisode va bientôt démarrer. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Avant de débuter notre discussion, j'aimerais souligner le caractère particulier de cet épisode. Alors je vous explique, c'est très simple. Quand j'ai commencé le podcast, jamais je n'aurais pensé aborder la thématique dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors permettez-moi un peu de replacer le contexte. Suite à la diffusion de l'épisode 8, il y a un auditeur qui m'a envoyé un message sur LinkedIn pour me dire qu'il défie les statistiques. Il m'a expliqué qu'en fait, même s'il était doctorant non financé, qu'il avait 40 ans et 5 enfants, il n'a pas du tout l'intention d'abandonner sa thèse. Quelques temps plus tard, lorsque j'ai diffusé l'épisode 9, une doctorante a commenté un de mes posts pour m'expliquer qu'en fait, elle a fondé sa famille pendant ces 3 années de thèse. Et encore un peu plus tard, le même jour où j'avais ce post, j'ai participé à un événement où une docteure a témoigné de son expérience de maman pendant son doctorat. Donc en fait, je pense que vous voyez bien où je veux en venir. Être parent et doctorant, pour moi, c'était un cas qui était assez rare à mes yeux, mais en fait, j'ai réalisé que récemment que ce n'était pas du tout aussi rare que je le pensais. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer la question de la parentalité pendant un doctorat. Peut-on concilier le statut de doctorant avec celui de parent? Comment l'expérience de la parentalité influence-t-elle le doctorat? Quelles sont les principales difficultés auxquelles doivent faire face les parents doctorants? Toutes ces questions, on va les aborder dans cet épisode en compagnie de nos 2 invités du jour. Donc tout d'abord, nous avons Olivier. Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, je m'appelle Olivier Cadot, j'ai 40 ans, j'ai 5 enfants et je suis doctorant en psychologie et plus précisément en neuropsychologie de l'enfant. Super, merci Olivier. Donc Olivier, voilà, c'est le papa de l'épisode. Et du coup, maintenant, nous avons aussi Anaïs. Anaïs, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle, Anaïs Thomas, j'ai 27 ans et donc 2 bébés. Un petit garçon qui a eu 22 mois, aujourd'hui d'ailleurs et une petite fille de 6 mois qui a eu 6 mois hier et je viens donc de soutenir ma thèse, il y a quelques semaines, le 25 mai plus exactement et donc voilà, j'ai eu mes 2 bébés pendant ma thèse. Et j'ai fait ma thèse, à l'université de Lorraine en sciences agronomiques. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Donc justement, je pense qu'on peut commencer l'épisode avec toi, Anaïs. Donc tu viens de dire que tu as fondé ta famille pendant ton doctorat, donc tu as eu 2 enfants. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter dans un premier temps, hem, à quoi tu pensais en termes de répercussions sur ton doctorat quand tu savais que tu voulais faire des enfants? Est-ce que tu avais des peurs particulières? Alors, pour être honnête, moi quand on a pris la décision avec mon mari de concevoir notre famille, j'avais, déjà publié un article, hein, puisque je suis tombée enceinte, à la fin de ma première année de thèse. Donc, assez rapidement au début, juste après le covid et j'avais pu en fait cette contrainte-là, si on peut l'appeler comme ça, ce stress-là d'avoir une publication, d'avoir un article publié pour pouvoir soutenir ma thèse. Donc, je dois dire que c'était assez confortable par rapport à ça. J'avais l'impression que j'avais déjà rempli en fait, les exigences, hein, de l'école doctorale. Donc je me sentais pas plus, stressée que ça, on va dire, à l'idée d'avoir un enfant. Par contre, hein, j'étais encadrée par des hommes et j'avais un peu peur de la réaction, que ça allait susciter, enfin de la réaction, voilà, de de l'entourage professionnel. Et finalement, ça a été, hyper bien accueilli. Franchement, je les remercie, je les remercie tout le temps, en fait, pour ça. Parce que ça a été vraiment un écosystème bienveillant, en fait, un écosystème professionnel bienveillant, ce qui a vraiment facilité les choses. D'accord, mais du coup, concrètement, toi, tu as annoncé quand ta grossesse à peu près à ton laboratoire ou à ton superviseur? Je l'ai annoncé à l'issue, assez typiquement, hein, on annonce ça, quand, le premier trimestre est passé, parce que bon, il y a tellement de complications, tout qui peuvent, survenir au premier trimestre. Donc,
Moi, j'ai appris que j'étais enceinte au mois de novembre 2020 et je leur ai annoncé courant février 2021 que j'étais enceinte. Donc voilà, ça faisait un trimestre. Je crois que ça devait être pour mon anniversaire que je leur ai dit. Enfin, ça devait être dans les zones là. Donc assez, j'appréhendais assez hein, de l'annoncer. Et en fait, on avait des points thèse tous les mois. Ça, vraiment, je conseille à tout le monde de le faire. On avait des points thèse tous les mois pour les avancées, etc. Et à la fin, ma dernière diapositive, c'était bah, voilà, baby is coming. Donc, ça a été enfin, pas mal de surprises parce que, comme je disais, on venait de savoir qu'on avait un article qui était publié. Donc, voilà, beaucoup d'émotions et j'en garde un très bon souvenir. Mais une certaine appréhension et boule au ventre quand même au moment de l'annoncer. Oui, et donc quand tu l'as annoncé, tu me dis qu'il y a eu 100 de soutien. Ah oui, franchement, ça a été hyper bien accueilli. Pour la petite histoire, je m'étais mariée en septembre 2020. Donc septembre 2020, je tombais enceinte novembre 2020 et bah, j'avais invité, hein, mes encadrants de thèse à mon mariage. Donc on était vraiment dans une relation, c'était vraiment une symbiose, hein. C'est comme ça même que le jury de thèse a défini notre relation et j'ai eu de la chance, d'être encadrée par des personnes humaines et bienveillante et pourtant, sur, un des 2 encadrants, il y en a un qui a pas de famille. Donc bon, c'était un peu ça aussi mon appréhension. C'est toujours, plus facile, je pense, quand la les personnes en face ont des enfants. Mais en fait, ça a pas du tout été un frein, ça a été hyper bien accueilli. Bon voilà, ils m'ont dit, hein, qu'après le mariage, ils s'en doutaient, hein, qu'il y aurait, cette étape-là. Voilà. Bon par contre, à l'annonce de la deuxième grossesse, ça a pas du tout été le même cas. C'était beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que finalement, j'ai dû leur annoncer, assez rapidement, et pas à l'issue des 3 mois là enfin du premier trimestre. Parce qu'en fait, j'ai dû aller aux urgences, hein, pour une hémorragie, dès le début de ma grossesse. Donc il fallait bien, préciser, bah, expliquer pourquoi j'étais pas au bureau, pardon et j'ai dû leur annoncer, bah, vraiment très, très tôt, ouais, pour ma deuxième grossesse. D'accord. Et donc du coup, et pour cette grossesse-là, t'as pas eu, enfin, tu aussi eu du soutien, je crois, globalement, ça allait, Ah oui, non, franchement, j'ai eu du soutien. Bah, voilà, ma deuxième grossesse est arrivée après mon deuxième article publié. Donc, en fait, enfin, je sais pas, il y a eu un article et un bébé. Donc, bon, on s'arrête à 2, hein. Mais non, ça a été hyper bien accueilli, les 2 fois. Après, honnêtement, ils s'y attendaient pas du tout, hein, pour, le deuxième. Donc, Ah. là, ça a été, autant pour le premier, bon, il n'y avait pas de si grosse surprise que ça. Mais pour ma deuxième grossesse, faut savoir, hein, que je suis tombée enceinte, mon premier bébé avait 7 mois, donc ça allait vraiment très, très vite. Mes enfants ont 16 mois d'écart, hein, seulement. Même nous, hein, on s'y attendait pas, même si c'était voulu, on pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Voilà, c'était voulu, mais bon, ça a toujours été bien accueilli, hein, comme pour la première. Sauf que là, il faut remettre dans le contexte, j'ai connu de très grosses complications. Concrètement, hein, ma fille, on donnait, c'est pas qu'on donnait pas cher de sa vie, mais on m'avait préparée à perdre, le fœtus, hein. Donc voilà, ça a été une période assez éprouvante et très compliquée parce que j'étais alitée quand même, toute l'année, enfin toute la grossesse et donc j'ai fini de préparer mon manuscrit de thèse alitée. Donc heureusement que j'avais ça a été un peu ma bouée de sauvetage, pour, pouvoir penser à autre chose et puis, clairement, hein, être occupé par ta thèse quand on est alité, c'est peut-être, le meilleur remède, hein, finalement. Je vois. Et alors là, je pense que la question que tout le monde se pose quand tu me dis tout ça, c'est alors, donc tu que 2 grossesses, mais concrètement, comment tu as fait pour gérer ton temps, donc pendant ta grossesse, après ta grossesse, comment ça s'est passé? Alors, moi, si j'ai un conseil à donner déjà pour ça, c'est, il faut pas avoir peur, de s'entourer. Nous, on a de la chance, on a des parents avec qui on est proche et qui ont été là pour nous et qui sont toujours là pour nous. Après, voilà, moi, mon fils, il est allé à la crèche, quand j'ai repris le travail, donc après mon congé maternité. Donc j'ai pas pris de congé parental, hein. J'ai eu mon congé maternité de 4 mois, comme dans la plupart des cas. Et mon fils est allé en crèche, à 10 semaines. Donc voilà, ça peut paraître horrible, mais mon fils, oui, est allé en crèche, il avait 2 mois et demi. C'est simple, hein, de toute façon, en crèche, ils peuvent pas accueillir avant, 10 semaines. Honnêtement, hein, j'ai eu aucune culpabilité de laisser mon fils, à garder,
par des personnes que je ne connaissais pas, parce qu'il arrive un moment, voilà, il faut savoir occulter aussi occulter les choses, ces choses-là et savoir aussi remettre en place les priorités. Évidemment, mes enfants, c'est ma priorité, mais ils sont très bien aussi en crèche et je passe énormément de temps avec eux quand je les récupère. Mais voilà, pour moi, c'était important aussi d'aller au bout du doctorat parce qu'il faut dire les choses. Hein. On se pose quand même pas mal de questions. Est-ce qu'on va réussir à aller au bout comment on va s'organiser. Et c'est sûr que là, la garde en crèche, c'était une évidence. Après, ma fille va également en crèche, hein, donc ce qui est bien, c'est que nos enfants sont assez faciles, hein. Moi, mon fils, il a fait ses semaines au bout de 3 semaines. Ma fille, lui, elle a fait ses nuits au bout de 6 semaines. Donc on est vraiment avec des bébés super cool qui n'ont pas ronchonné non plus quand on les a laissés à la garderie, enfin à la crèche. Donc ça aide aussi le parent à se sentir bien, en fait. Moi, je me suis jamais sentie mal de les laisser et d'aller travailler parce que ils pleuraient, ils se sentaient pas bien. On a de la chance, c'est une petite structure, les filles qui s'en occupent sont hyper bienveillantes. Donc voilà, en fait, on a eu beaucoup d'aide de ce côté-là. On a eu la chance d'avoir 2 places pour pouvoir faire garder nos enfants. Et donc, j'ai repris le travail vraiment dans un bon état d'esprit. Et voilà, quand tous les feux sont ouverts comme ça, c'est hyper positif. Après, moi, mon mari est quand même très présent. Et voilà, mon mari à qui j'ai fait vivre un enfer, comme je disais dans un de mes posts dernièrement, c'est vrai que c'est pas facile de faire un doctorat, mais il faut aussi avoir conscience qu'on a des personnes qui sont dans notre entourage proche et qui subissent en fait ce doctorat aussi. Et moi, mon mari a été un réel soutien, c'est un réel soutien au quotidien. Et dans un monde où aujourd'hui, voilà, on se dit, bah oui, les hommes, ils font pas les tâches ménagères, machin, etc. Moi, je peux dire que j'ai de la chance d'avoir un mari qui est là tout le temps, en fait. Voilà, pour faire même le bain avec les enfants. C'est vrai qu'on fait le bain à 4, on fait le bain tous les 2. C'est vrai que c'est super. J'ai beaucoup de chance de pouvoir compter sur lui, ainsi que sur mes parents, pour regarder les enfants quand ils sont malades ou là, quand Iris, elle était à l'hôpital parce qu'elle a été hospitalisée 1 mois. Voilà, j'ai préparé ma soutenance de thèse à l'hôpital avec ma fille. Donc, on a pu compter sur eux aussi pour faire le relais. Mais vraiment bien s'entourer et pas avoir peur de solliciter les forces qui peuvent être en présence pour nous. Ça, c'est hyper, hyper important. Ok, en fait, tu étais quand même bien chanceuse d'avoir des personnes fiables autour de toi pour t'aider dans cette aventure quand même. Ah, complètement, hein, ça, on peut pas le nier. Et c'est clair que ça n'aurait peut-être pas été, ça se serait peut-être pas passé aussi bien. Enfin, voilà, je me dis, mes enfants ont pu être accueillis, gardés la journée. Donc, c'est vrai que j'ai pu continuer d'avancer, moi, sur mes travaux. Après, pour être honnête, j'avais déjà bien avancé aussi avant qu'ils arrivent. Donc, c'est ce que je disais, hein, quand j'ai été enceinte la première fois, j'avais quand même un article qui était déjà accepté. Donc on a plus cette pression-là, en fait, de l'article à avoir absolument pour pouvoir, soutenir sa thèse. Donc ça a été un réel soulagement aussi. C'est vraiment ça, c'est ce qui a permis d'avoir une dynamique, comme celle-ci et d'avoir une dynamique positive. Ça a été vraiment le point prédominant, de pas avoir cette pression-là, au Ouais, je vois. travail, c'est vraiment le point majeur. Voilà, je savais en fait on avait un désir d'enfant qui était assez prononcé et je savais il fallait que je donne tout, vraiment la première année, pour pouvoir, relâcher un petit peu, même si j'ai quand même publié pas mal après, mais au moins pour, faire les choses, Ouais. exigées dès le départ, Ouais. quoi. Et donc, tu as un peu préparé le terrain. Ouais, c'est un bon conseil, ça. Mais du coup, là, on a l'impression que c'était un peu, on va dire, comment dire ça? On dirait que c'était très facile de gérer tes enfants pendant le doctorat, mais est-ce que concrètement, tu as rencontré des difficultés? Alors, est-ce que j'ai rencontré des difficultés? En fait, c'est toujours quand tu as un enfant qui est malade ou des choses comme ça, ou là, l'hospitalisation, je pense que j'ai pas connu plus grosse difficulté que ça. J'étais clairement à ma fille, elle a été hospitalisée le 14 mai, 2023, hein, donc là, ce qui vient de passer et moi, je soutenais ma thèse le 25 mai. D'accord, donc Heu, pour te dire, j'avais, à peine commencé à préparer mon diapo.
Ma thèse était assez longue et il fallait faire les bons choix, donc ça a été assez tendu, hein, franchement. J'ai préparé ma thèse, à l'hôpital. Ça a pas été un long fleuve tranquille, parce qu'il fallait que je prépare aussi, d'autres papiers pour un autre contrat. Il y a un peu tout qui nous est tombé dessus, d'un coup. Voilà, moi, j'ai été opérée aussi en urgence parce qu'on m'a laissé des morceaux de placenta dans l'utérus après mon accouchement. Donc, au mois de février, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, j'ai été opérée en urgence, parce qu'on avait fait, pour une négligence médicale. Donc déjà là, ça n'a pas été facile. Et puis 2 mois après, quand on t'annonce que ta fille doit aller à l'hôpital pour un problème, mécanique, ça va, tu que mécanique, mais la coupe est pleine. Là, c'est un peu, je sors d'une période de fatigue insoutenable, ça va mieux. Mais voilà, faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille non plus. Maintenant, on s'est facilité beaucoup les choses parce qu'on est très organisé, parce que, nos enfants ont été très faciles aussi. Enfin, clairement, je pense pas que si mon fils avait pas fait ses nuits, aussi rapidement, si ça avait été plus compliqué avec lui, on n'aurait même pas songé, je pense, à un deuxième e pendant le doctorat. Ouais, d'accord. Après, c'est toujours un peu délicat parce qu'on se dit: «C'est quand le bon moment?» Est-ce que le bon moment, c'est maintenant? Alors tu te dis: «Bah oui, mais je suis en doctorat, OK, là, tu es en doctorat, mais après?» Après, c'est encore plus précaire, en fait, parce que tu sais pas forcément ce que tu vas faire après ton doctorat. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas forcément un moment mieux qu'un autre. C'est juste, voilà, si vous le sentez, écoutez-vous, faites comme vous le sentez. Parce qu'après, il y a des personnes, enfin moi je vois, hein, dans l'équipe tout, qui se retrouvent à à un certain âge et la famille, ça se pose même pas encore comme question. Alors que c'est un désir, un souhait et je trouve ça un peu dommage. On veut nous faire croire que le doctorat, la vie d'étudiant et moi, ce qui m'a permis de bien vivre mon doctorat, c'est de l'avoir vécu comme vraiment une expérience professionnelle et de m'être mise, en tête que c'est un travail, comme un salarié, enfin d'un point de vue salarié et pas du point de vue étudiant. Voilà et je pense que ça, c'est ce qui m'a permis de maintenir et d'avoir toujours plus de projets, privés, en fait. Et du coup, là, pour aller un peu plus loin dans cette logique, est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement, fonder ta famille, ça t'a aidé dans ton doctorat? Peut-être en termes d'organisation, par exemple? Ah complètement. Alors déjà, à la base, je suis quelqu'un qui est quand même pas mal organisé, mais les enfants, en fait, ça te pousse déjà dans tes retranchements. C'est-à-dire que tu peux pas procrastiner. Tu es obligé vraiment, quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite, tu peux pas reporter au lendemain. C'est évident. Mais moi, ça m'a beaucoup aidée dans le sens où le fait de ne pas avoir eu de barrière dans ma vie, perso, ça a fait que comme j'étais épanouie, sur ce point de vue-là et je pouvais qu'être épanouie au travail. Surtout, je tiens à le préciser parce que, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais j'ai eu des encadrants, franchement au top du top, qui ont toujours été là pour moi, même quand ça n'allait pas pour prendre le relais et cetera. Donc, franchement, j'ai été dans un écosystème, bienveillant et ça, c'est hyper important à préciser. Je pense pas que si ça avait été, que si ça s'était mal passé avec, les encadrants, déjà que j'aurais eu un deuxième enfant et si, ça se serait aussi bien passé, dans ma vie privée. Ouais, ça c'est clair, on en a déjà parlé plein de fois dans ce podcast. Il y a un épisode dédié, l'épisode 6 sur les encadrants, c'est super important pour n'importe qui, même si on ne veut pas faire de sa famille, enfin peu importe. Bien choisir son encadrant, c'est quand même primordial pour une aventure dans laquelle on s'engage pour 3 ans quand même, au moins 3 ans. Ah mais complètement, hein, c'est vraiment hyper, hyper important. Moi, je connaissais déjà les personnes, hein, parce que j'avais déjà fait mon stage avec, mais c'est hyper, hyper important. Franchement, c'est le facteur, qui, pour moi, est déterminant. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Concrètement, est-ce que le fait de fonder ta famille, ça a changé un peu tes choix de carrière ou alors tu t'imaginais déjà avoir une certaine carrière et maintenant tu peux la viser? Alors, quand j'ai fait ma thèse, j'avais pour projet, pro de devenir enseignant-chercheur. Donc j'ai donné des cours, hein, enfin j'ai été, doctorant chargé, d'enseignement pendant mon doctorat. Donc oui, en plus de mon doctorat, j'ai fait des heures de cours et ça me plaît vraiment et là, il y a des concours qui vont bientôt s'ouvrir,
pour des remplacements qui correspondent à mon profil. Donc, je vais passer ces concours-là. Pour le moment, je suis chargée de recherche dans le même laboratoire où je suis, donc chargée de recherche contractuelle. Donc, par contre, je suis complètement sur une autre thématique, mais mes projets professionnels n'ont pas changé. Et je suis même bien contente d'avoir eu ces projets-là parce que finalement, quand tu es enseignant-chercheur, tu peux avoir pas mal de temps aussi pour tes enfants. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Que ça sera toujours le cas, hein. J'ai envie que ma vie privée pilote en fait ma vie pro et mes choix, je les ferai toujours en fonction de ça. Voilà. Ouais. En vrai, tu cherches bien un bon équilibre, quoi, entre privé et perso. Ah, mais complètement. Après, ça, c'est pas souvent évident, mais quand on est bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien entouré, vraiment, quand tous les feux sont ouverts, ça nous permet déjà de s'affranchir de beaucoup de choses, de la vie des autres personnes. Faut pas croire, hein, mais il y a toujours des personnes, ah bon, ton thèse, t'as un enfant, dis donc, elle vous en refait un autre, oui, c'est ma vie, je fais ce que je veux et vraiment de pouvoir s'affranchir déjà des avis des autres, c'est déjà beaucoup et moi, j'ai de la chance vraiment d'être bien entourée et d'être dans une sphère positive. On m'a dit un jour, toutes les personnes qui te prennent ta lumière il faut faire un tri, et c'est important, la vie, c'est un soleil et si les gens sont là que pour te prendre ta lumière c'est pas la peine. C'est marrant cette citation. Alors là, je pense que c'est quand même pas le temps qu'on parle, mais avant de passer à Olivier, j'aimerais savoir si tu as des conseils à donner en général à toutes les mamans en doctorat. Alors, moi, ce que je peux conseiller déjà aux mamans qui font un doctorat et c'est de pas douter de leur force. Parce que déjà, de devenir maman ou même de devenir papa, alors qu'on fait un doctorat, c'est, c'est énorme et il ne faut pas douter de ses compétences et de ses capacités à réussir à mener tout de front. Alors certes, c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a des fois, on n'en peut plus, on est crevé. Et c'est à ce moment-là que je dis que c'est important de pouvoir compter sur des personnes et ne pas hésiter à les solliciter. Il ne faut pas culpabiliser. Je veux dire, si votre enfant il n'est pas bien, il ne faut pas culpabiliser de pas pouvoir être là à avancer sur votre thèse. Vous le ferez plus tard. D'où l'intérêt de ne pas procrastiner et de faire tout ce que vous pouvez dès que vous avez l'occasion de le faire. Vraiment, ouais, ne pas culpabiliser, de ne pas être là pour son enfant ou de ne pas pouvoir avancer assez sur sa thèse. On fait toujours du mieux qu'on peut et vraiment, ne pas douter de soi parce que déjà de pouvoir faire ça, c'est de pouvoir porter la vie et être maman pendant sa thèse. C'est déjà énorme, il faut déjà beaucoup de courage. Donc voilà, pas douter de son courage et surtout, d'aller de l'avant. Voilà. Super, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'aimerais passer à toi, Olivier, maintenant. Donc toi, c'est un autre cas parce que déjà, donc, tu fais une thèse en psychologie, donc en sciences humaines et sociales. Et avant de te lancer dans ton doctorat, tu avais déjà 5 enfants et ton projet de thèse n'était même pas financé et je pense qu'il est toujours pas financé. Alors du coup, on a tous envie de se poser, mais pourquoi tu t'es lancé dans le doctorat avec 5 enfants sans financement? T'avais pas peur? Alors non, j'avais pas peur et je l'ai fait pour m'amuser en plus, moi, mon doctorat. Donc je le fais pour le plaisir de faire de la recherche et de boucler la boucle, en fait, de mon parcours universitaire. J'avais pas peur de me lancer dans le doctorat parce que j'ai fait, avant, 7 ans d'études, en fait, déjà à distance, en travaillant, à temps plein ou à temps partiel avec des enfants. Parce que quand j'ai repris mon parcours universitaire, j'avais 2 enfants à ce moment-là. Donc en fait, moi, mon doctorat, c'était, l'organisation. Je vais pas dire qu'elle est déjà calée, mais ça fait maintenant quelques années que je cumule, en fait, ces différents rôles de salarié, d'étudiant et de papa. Donc non, j'avais pas de crainte particulière par rapport au doctorat. Mais juste avant, je voudrais revenir sur 2-3 éléments qu'a pu donner Anaïs parce qu'il y a plein de choses qui sont très, très fortes, en fait, dans ce qu'elle a partagé, et avec lesquelles je suis vraiment d'accord, notamment sur toute la culpabilité que ça peut apporter, en fait, d'être parent et en parallèle d'être très pris, en fait, professionnellement. Parce qu'effectivement, on peut pas être parfait. Donc
Donc, il y a des jours où on peut être un petit peu plus disponible pour ses enfants. Il y a des jours où on peut être plus disponible pour sa thèse. Et ouais, voilà, c'est complexe quand même des fois à gérer tout ça. Mais en fait, je pense que si on est OK et bien soutenu, et ça, Anaïs l'a répété plusieurs fois, et le couple, il est essentiel aussi là-dedans. Moi, pour mon cas, c'est un vrai projet de couple, en fait. C'est-à-dire que sans ma femme, ce que je fais est totalement impossible, et ce que j'ai déjà fait aurait été totalement impossible si elle n'avait pas été là. Heu et c'est, parce que les temps où moi je peux pas m'occuper des enfants, c'est elle qui va le faire, en fait, par exemple. Heu, donc ça, c'est vraiment un point d'appui qui est extrêmement important et qui permet d'être équilibré, sur le long terme, en fait. Donc vraiment dans ce que disait Anaïs, il y a beaucoup de choses que je partage dans ce qu'elle a pu déjà mentionner, en fait. Et du coup, toi, concrètement, dans ton quotidien, comment tu t'organises en fait? Alors dans mon quotidien, en fait, alors ça c'est assez fluctuant parce que ça dépend, en fait, surtout beaucoup du travail de ma femme, elle a des horaires qui sont pas forcément fixes, et parfois elle travaille, elle fait des nuits. Donc en fait, on jongle pas mal. Donc effectivement, j'ai 5 enfants qui ont, de 3 à 17 ans. Donc j'ai deux ados finalement qui sont plus vieux, qui ont 17 qui ont bientôt 17 et 14 ans, et puis 3 enfants plus jeunes qui ont, 8, 5 et 3 ans. Et du coup, les 2 ados, se gèrent beaucoup mieux aujourd'hui quand même, dans l'ensemble, ils sont autonomes pour plein de choses. Hem, donc en fait, comment on fait? Comment on s'organise? Globalement, généralement, c'est moi qui vais préparer les enfants le matin, pour les emmener, crèche, école. Et puis après, je vais faire ma journée de boulot en tant que salarié. En rentrant le soir, soit c'est ma femme qui peut récupérer les enfants, et moi je vais terminer aux alentours de 19h-20h. Soit c'est à moi de récupérer les enfants et je vais terminer vers 17h, je vais récupérer les enfants, et puis je vais commencer ma journée d'étudiant, vers 21h à peu près. En ce moment, c'est un petit peu plus complexe parce que ma dernière, dès qu'elle fait la sieste, en fait, elle ne dort plus, elle ne peut plus s'endormir, donc elle se couche vers 22h, 22h30 là en ce moment. Donc ça me fait commencer ma soirée d'étudiant vers 22h, 22h30, ce qui est, un poil tard. Et puis, après, je vais travailler le soir entre 2 et 4 heures, tous les jours. Voilà, ça va dépendre un peu de ma forme, quoi. Globalement, ça va se passer comme ça. Et puis, aujourd'hui, je travaille à temps partiel. Donc j'ai des journées, en fait, entières, où pendant que les enfants sont à l'école, moi, je travaille sur ma thèse, en fait. C'est ça, 7 jours sur 7, par contre. OK. Et du coup, ça touche un peu ton sommeil, quoi, là, pour le coup? Alors, j'ai appris à moins dormir. J'étais un gros, gros dormeur, et en fait, quand j'ai repris mes études, c'était en 2010, ma 1re année de licence. Très vite, j'ai commencé à réduire mon sommeil. Le fait d'avoir des enfants m'a aussi énormément aidé parce que moi, contrairement à Anaïs, mes enfants n'ont pas du tout fait leur nuit, et du coup, globalement, les 5 on a commencé à être tranquille au niveau de la nuit vers 3 ans et demi à peu près pour chacun des enfants. Donc ce qui fait que j'ai passé beaucoup d'heures, en fait, en étant effectivement la nuit debout à m'occuper de mes enfants qui, eux, voulaient pas dormir ou voulaient dormir que dans mes bras. Donc voilà, j'ai développé des stratégies et heu et puis, en fait, mon corps s'est habitué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit peu moins dormir qu'avant. Mais si je dors moins de 6 heures, ça devient compliqué au bout de 2-3 jours quand même, faut être honnête. D'accord. Donc j'arrive à gérer à peu près, ouais, aujourd'hui. OK. Et du coup, toi, dans ton cas à toi, donc, est-ce que tu as du soutien, par rapport au fait que tu as des enfants dans ton laboratoire? Alors, et je reviens sur ce que disait Anaïs par rapport au choix des directeurs, des superviseurs. Moi, c'était la condition sine qua non, en fait. Hem, J'avais rencontré des universitaires qui, en dehors de leur thématique d'université et de leur thématique de recherche, on a l'impression qu'on peut parler de rien d'autre et que presque ils sont pas humains, en fait. Et du coup, moi, mon directeur de thèse, lui, a 2 enfants. J'ai un co-encadrant de thèse qui, lui, en a 3. Et en fait, pour moi, c'était la condition, c'était d'accepter qu'effectivement j'ai des enfants, et qui dit avoir des enfants, dit avoir des contraintes
que n'ont pas ceux qui n'ont pas d'enfants, en fait. C'est-à-dire que, on va travailler, des fois de manière totalement, entrecoupée. Anaïs l'a très bien décrit, en fait, avec, des urgences à gérer qui dépassent, et qui prennent le pli sur tout le reste, en fait. Donc ça veut dire que des fois, on peut être amené à ne pas travailler pendant un certain temps et je voulais pas que ça avoir de pression de la part de mes encadrants là-dessus. Donc moi, j'ai une direction de thèse qui est géniale, qui est hyper humaine et je rejoins vraiment Anaïs, en fait, dans ce qu'elle disait. Ils sont bienveillants, ils sont soutenants, ils comprennent tout à fait si je leur dis: «Bah, écoute, là, j'ai mes enfants qui sont malades, je peux pas gérer», parce qu'effectivement, vu le nombre qu'on est, quand il y a une maladie qui rentre dans la maison, généralement, on se la refile tous. Hem, donc quand il y a une épidémie de gastro, à l'école, je sais que je vais, prendre, les 3 enfants, les 3 plus jeunes et que je vais devoir les garder, quoi. Globalement, ça va ça va globalement se passer comme ça. Donc c'est des journées où moi je travaille pas, en fait, ou très, très peu. Donc je rejoins Anaïs, on peut pas procrastiner, ça c'est impossible, parce que, sinon on se met dedans, quoi, clairement. Donc hem Donc voilà, le truc, c'est, moi, mes superviseurs, je les ai choisis avec ce critère-là et donc quand j'ai rencontré mon directeur de thèse là et qu'on en a parlé, sérieusement, en fait, la première fois, je lui dis: «Bah, voilà, à ce moment-là, j'avais 4 enfants, ma femme allait accoucher en cours de route avant qu'on commence le doctorat et je lui dis: «Bah, voilà, je travaille à côté, je sais que je suis pas financé donc je vais garder mon travail». J'ai, 4, bientôt 5 enfants. Je pense que je peux travailler entre 2 et 4 heures tous les jours. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Et en fait, bon, il a fait des yeux ronds quand même. Mmh. Il m'a dit: «Bah, si vous pensez que c'est jouable, moi je vous suis». Et en fait, voilà, il m'a laissé la main. Moi, je pensais que c'était jouable. L'idée, c'était de savoir est-ce que par rapport à ce qui va être demandé, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que c'est totalement illusoire, en fait? Et puis lui m'a rassuré par rapport à ça. Il y avait pas de Le fait de pas être financé fait que j'ai beaucoup moins d'enjeux de timing, en fait. Parce que moi, j'ai pas de contrat doctoral qui se termine et je dois de compte, finalement que à moi, de ce côté-là. Ah oui. Et même si l'enjeu était pas de d'étirer le doctorat, sur, X années, mais en tout cas, il y a cette, je vais dire entre guillemets «liberté» finalement, qui peut être salvatrice, en fait, justement pour gérer son temps, quoi. Moi, l'encadrement, c'était vraiment essentiel, en fait. C'était essentiel d'avoir des personnes qui connaissent, qui savent, ce que ça implique d'avoir des enfants et qui soient bienveillants et soutenants par rapport à ça, en fait. Là, ça fait combien de temps à peu près que tu es en thèse? Et ben là, je suis à 2 ans et demi de thèse. L'anniversaire de mes 3 années, c'est en décembre 2023 et l'objectif de soutenance, c'est en décembre 2023. D'accord. Donc ça sera peut-être en janvier-février 2024 globalement, mais en tout cas, c'est réalisable pour le moment. OK, et j'allais te dire justement, voilà, maintenant qu'on sait que tu es quand même bien avancé dans ta thèse, est-ce que finalement c'était jouable? Est-ce que tu trouves un équilibre vie pro, vie perso? Oui, il y a un équilibre. Alors clairement, oui, il y a un équilibre. Comme je disais tout à l'heure, ça fait, ça fait 10 ans maintenant qu'on a cet équilibre-là et donc moi, ça fait 10 ans que je mène à peu près ce rythme-là. Donc Ah, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même enfin, là, tu as les enfants, tu as un emploi et en plus la thèse quand même. ouais, ouais, ouais. Hem, donc il y a un équilibre, en fait, mais aujourd'hui, j'avoue, hein, aujourd'hui, il y a une certaine fatigue, une certaine lassitude. J'aimerais pouvoir, passer des dimanches, plus simplement en famille. Heu, voilà, j'aimerais pouvoir, passer des soirées, plus simplement avec ma femme sans avoir besoin de tout prévoir, en fait. D'accord. Et que ce soit pour moi ou pour ma femme, en tout cas, voilà, il y a une certaine fatigue qui s'installe parce que ça fait vraiment plusieurs années qu'on est sur ce rythme-là. Maintenant, mes enfants ne me le reprochent pas du tout et là, du coup, en préparant l'interview, je leur ai demandé, en fait je leur ai demandé si, notamment à mes plus vieux et en fait, ils me disent: «Bah, non, en fait, il y a pas de problème, quoi».
Et finalement, s'il y a un conseil que je peux donner, moi, à tout le monde, que ce soit des mamans ou des papas, finalement, pour les enfants, ce qui ressort principalement, c'est pas tant la quantité de temps qu'on va passer avec eux, mais quelle qualité. Et, euh, et finalement, c'est surtout ça qui semble important. C'est-à-dire que moi, avec mes plus jeunes, dès que je vais être avec eux, je vais essayer de prendre du temps pour jouer avec eux et pas seulement de gérer de l'organisationnel du quotidien, mais prendre du temps pour faire des jeux avec eux et pour qu'on partage quelque chose. Avec les plus vieux, ma fille aime bien quand on prend des temps ensemble et puis qu'on on va se promener. Mon garçon, il préfère quand on se fait une soirée jeux vidéo. Donc l'idée, c'est d'essayer voilà, de prévoir des temps comme ça avec chacun, qui soit du temps de qualité où moi, je ne pense que à ça et je ne fais pas autre chose. Et, et plutôt que de la quantité, et d'être là toute la journée à rien, et rien partager finalement avec eux. Ouais, je pense que ça, c'est une très belle leçon, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que j'essaye de m'arranger du mieux possible. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, parce qu'il faut être honnête, mais en tout cas, c'est plutôt vers ça que j'essaye de tendre en permanence. Ok. Et juste une dernière question. Quand tu t'es lancé en doctorat, est-ce que tu avais une certaine facilité du coup? Parce que j'imagine que tu as dû être hyper organisé maintenant que tu avais déjà ta famille, ton emploi. Est-ce que ça a facilité la vie pour le doctorat? Ah bah oui, complètement, parce que j'avais déjà connu la même organisation. En fait, le nerf de la guerre, c'est le temps, hein, dans ce cadre-là. Et là, aujourd'hui, on parle d'un doctorat, mais finalement, dans ce temps-là, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Donc moi, aujourd'hui, le temps perso que j'ai passe entièrement sur ma thèse. Mais ma thèse, je l'ai faite pour me faire plaisir. Donc pour moi, c'est presque un hobby, en fait. Donc il n'y a pas trop de contraintes, en fait, à être sur du temps pour ma thèse. Et c'est ce qui fait aussi que j'avais pas peur de me lancer, que j'avais pas peur d'y aller et que globalement, ça se passe quand même très, très bien. Voilà. Oui. En fait, il y a moins d'enjeux, il y a que du kiff. Donc, tu passes un bon temps. Ouais, il y a quand même un petit peu d'enjeu parce qu'on va essayer de faire les choses un peu sérieusement quand même. Mais en tout cas, moi, je le prends comme ça et j'ai envie de le prendre effectivement plus avec du kiff. Et donc, du coup, effectivement, c'est plus simple au quotidien, très clairement. Ouais. Alors, merci déjà donc à vous deux pour ce témoignage. Je trouve que l'épisode est hyper intéressant. Et j'aimerais bien finir l'épisode avec un petit débat. On va pas parler beaucoup, mais sur juste une question simple. D'après vous, que faudrait-il faire pour améliorer les conditions de travail des parents-chercheurs? Donc, j'imagine que vous avez dû, même si vous avez vécu apparemment une bonne expérience de thèse avec vos enfants, j'imagine quand même qu'il y a peut-être des idées que vous pouvez avoir pour améliorer les conditions de travail pour les parents-chercheurs. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des idées ici. Alors, moi, il y a quelque chose qui me vient vraiment tout de suite à l'esprit. Pour ma première grossesse, j'ai allaité mon fils jusqu'à 6 mois. Donc, j'ai repris le travail, il avait 10 semaines. J'ai dû tirer mon lait au travail. Et franchement, le fait qu'il n'y ait pas de lieu dédié en fait à ça, alors qu'on est sur des gros établissements où il y a pas mal de personnel, ça a été assez dur. D'être dérangé un peu quand on est dans un bureau partagé, c'est pas forcément évident. Tu as toujours quelqu'un qui oublie une clé ou la carte de cantine, des choses comme ça. Donc, moi, je l'ai pas hyper bien vécu ce moment-là. D'ailleurs, j'ai pas fait la même chose pour ma fille. Je l'ai allaitée que 2 mois, mais là, c'est parce que aussi j'ai été opérée rapidement sous anesthésie générale. Mais ouais, plus ça, le fait de pas avoir de lieu où je peux un peu me retrouver. Mais ça, c'est pas forcément que pour la maman doctorante, ça, c'est pour toutes les mamans, en fait. J'ai des collègues qui sont enseignants-chercheurs et qui ont dû, pareil, tirer leur lait dans leur bureau qui était partagé. Donc ça a été vraiment le point noir. Voilà. Et puis aussi, quelque chose avec lequel je me suis un petit peu battue, mais plus ça avec l'administration, on va dire, c'est que quand on est doctorant, donc on a quand même un statut de contractuel, de CDD. Et je parle pour moi, mon cas, parce que j'avais un contrat doctoral avec l'université. Et en fait, on n'a pas le droit au supplément familial de traitement.
Donc ça, tous les parents, hein, dans la fonction publique, savent de quoi je parle. On a le droit normalement au supplément familial de traitement, hein, tous les agents, publics, sauf que enfin contractuels et fonctionnaires, sauf, bah, que quand on est doctorant et ben, on n'y a pas le droit et ça, je comprends pas pourquoi. Parce qu'on est quand même salarié, on a des missions similaires à d'autres aussi, personnels donc voilà, moi je me suis sentie un peu lésée en fait, de ce point de vue-là, parce que concrètement, on n'a quand même pas, un financement de ouf, même si, hein, je l'entends, j'ai quand même la chance d'être financée. Je comprends pas pourquoi, il y a des choses comme ça dont on ne peut pas, profiter. Enfin, du moins le peu qu'on puisse profiter, pourquoi on n'y a pas le droit? J'ai toujours pas compris la raison. C'est plus, voilà, un problème, si on peut parler d'un problème, hein, que je profite de remonter là, voilà. Bah, tu as bien raison. En fait, de toute façon, en fait, le doctorat, je pense que le statut de doctorant, il est un peu bizarre. Enfin, on nous dit qu'on est étudiant, qu'on est salarié, mais en fait, selon, par exemple, pour la BOC, on n'est pas étudiant. Pour sur les institutions, ça dépend en fait. Mais c'est exactement ça, hein. Franchement, pour avoir siégé au conseil scientifique de mon université, heu, on est vraiment considérés comme des étudiants et ça, c'est un peu le combat, hein, de chaque jour, c'est de dire: «Bah, OK, non, on n'est pas des étudiants, on n'est pas que des étudiants. OK, c'est une poursuite d'études, mais on est avant tout des agents aussi». Bah, je prends le cas, par exemple, là, d'Olivier, il a une vie professionnelle aussi avant, enfin, je sais pas, on n'est pas souvent, on est rabaissé un peu au statut d'étudiants qui sortent, de master, tout, on a tous des parcours, divers et variés et on ne sort pas forcément tous, bah, d'un master ou d'un parcours, académique, continu. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, moi aussi. J'avais une question, Anaïs. Est-ce que tu as pu profiter d'une réduction, tu sais, des heures de formation obligatoires? Parce que alors, moi, dans mon école doctorale, le fait d'être papa et le fait d'être salarié, parce qu'en fait, c'est la même condition, fait que j'avais une réduction du temps de formation. En fait, on a 100 heures obligatoires à faire de formation pendant le doctorat. Et moi, j'ai une réduction de 40 heures. Alors, parce que je suis salarié, et j'aurais eu la même réduction parce que j'étais père de famille. Est-ce que toi, du coup, avec la naissance de tes enfants, tu as pu avoir cette réduction aussi ou pas du tout? Alors, pas du tout. Après, en plus, les formations, il faut savoir que le volume horaire de formation, imposé dépend des écoles, de chaque école doctorale. Exactement. Et moi, si tu veux, je suis à plus de 400 heures de formation sur l'ensemble de ma thèse. Je suis à plus de 400 heures, sans compter les heures d'enseignement. Et je ne savais même pas si j'avais cette possibilité-là ou pas. D'ailleurs, c'est ça un peu le problème, hein. On n'est jamais au courant de rien, des avantages ou des facilités, hein, qu'on pourrait avoir de mise en place. Et ça me serait même pas venu à l'esprit, en fait, de penser pouvoir bénéficier de ce type de réduction-là. Après, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment de l'organisation, ne serait-ce, hein, indépendamment là, du fait d'avoir des enfants. Pour mener à bien ma thèse, moi, je m'étais dit: «Il faut que la première année, j'ai bouclé, la quasi-totalité des formations», ce qui a été, bah, le cas et donc ça a été aussi un point en moins, hein, pour répondre aux exigences, hein, pareil de l'école doctorale. Donc ça a pas été un handicap, hein, pour moi. Par contre, voilà, on est clairement sur un volume de formation qui est trop important, je pense et ça, c'est assez, montré du doigt, hein, surtout nous, à l'université de Lorraine, c'est quand même pas mal montré du doigt. Voilà, donc après, OK, les formations, c'est fait pour nous, pour, nous aider, mais j'aurais quand même bien aimé avoir, des réductions justement, pour certains cas. Ouais. Pour information, à l'université de Lille, c'est 60 crédits, donc ça fait à peu près 120 heures. Voilà. OK. Ouais, tu vois, moi, alors moi, je suis à l'université d'Angers et sur l'école doctorale, on est à 100 heures de formation minimum. Et du coup, moi, j'ai pu bénéficier d'une réduction. Alors, j'en ai pas du tout tenu compte parce que mon parcours de formation, c'est largement plus de 100 heures. Mais en tout cas, j'avais cette possibilité de réduction. C'est la seule chose, moi, qui a été mise en place par rapport à mon statut, que ce soit de salarié ou de père de famille, hein. Euh, Mais toi, du coup, tu as une idée pour améliorer les conditions de travail en tant que papa? euh, voilà, non, très honnêtement, je sais pas. Mais je pense que c'est toujours plus complexe pour les femmes que pour les hommes, dans tous les cas, en fait.
les préjugés sur la maternité, sur le fait d'être une maman parfaite, et cetera, s'appliquent pas forcément, directement aux hommes et je pense qu'effectivement, ils sont peut-être beaucoup plus complexes à vivre. Je reste toujours assez atterré qu'effectivement, on n'ait pas de dispositifs qui permettent, que ce soit à l'université ou partout ailleurs, aux femmes de pouvoir tirer leur lait, de manière normale, en fait et respectueuse pour elles. Hem Normalement, quand on travaille dans le privé, on peut avoir du temps tous les jours de dégager sur son temps de travail justement pour allaiter. Est-ce que c'était le cas pour toi, Naïs? Alors moi, je t'avoue, hein, qu'en termes, d'emploi du temps, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de liberté parce que mes encadrants, bah, me faisaient confiance. On était vraiment dans une relation de confiance. C'est-à-dire que jamais ils m'auraient, imposé de rester, s'il fallait que j'aille allaiter. Maintenant, par exemple, alors tu parles du privé, OK, on peut dégager du temps pour aller allaiter. Il faut savoir que c'est 2 fois une demi-heure, enfin, en gros, c'est 1 heure par jour, qui est pas déduit de ton temps de travail. C'est-à-dire que c'est un aménagement. Donc ça veut dire que si tu dois faire 7 heures dans ta journée, enfin 7 heures de travail, tu devras faire 7 heures de travail. Tu peux, après c'est en termes d'organisation, tu peux, 2 fois une demi heure, aller allaiter. Mais pareil, enfin moi je veux dire, la crèche de mon fils, bien qu'elle soit juste à côté de là où je travaille, j'aurais jamais pu, une demi heure de temps aller l'allaiter. Ça c'est illusoire. Enfin, encore une fois, ce sont des choses qui sont écrites par des personnes qui ne le vivent pas forcément, en fait. Donc ça, c'est bien dommage. Il y a vraiment un gap entre la réalité et ce qui est, préconisé ou ce qui est, indiqué dans des règles de vie, ou dans des chartes, et cetera. Après, moi, j'ai pas souffert de ça dans le sens où voilà, j'ai pu largement aménager mon emploi du temps, comme je l'entendais parce que le travail était fait. Mais maintenant, voilà, quand, tu dois tirer ton lait, 3 ou 4 fois par jour, heu même si tu te dégages 2 fois une demi heure, il faudra quand même que tu tires, faudra enfin voilà, c'est en termes d'organisation, c'est quand même assez lourd. Il faut pas s'étonner après que les femmes, bah, arrêtent d'allaiter beaucoup plus tôt. Parce que le congé maternité, c'est 4 mois. Donc en général, tu reprends le travail, ton enfant a 2 mois et demi tout au plus, hein. Et et si tu veux l'allaiter jusqu'à 6 mois comme, c'est recommandé par, la Haute Autorité de Santé, bah, qui prévoit déjà des choses peut-être un peu plus concrètes pour faciliter la vie des mamans allaitantes, ce sera peut-être bénéfique, mais à cette heure-ci, c'est quand même la croix et la manière pour pouvoir réussir à gérer tout ça. C'est clair, c'est clair. Pour avoir accompagné ma femme sur les 5 allaitements, qu'elle a eu, effectivement, un allaitement, c'est déjà quelque chose qui est complexe à mettre en place et à maintenir. Mais c'est vrai qu'en plus, vous n'êtes absolument pas accompagné ni aidé de ce point de vue-là, université ou autre, hein. Donc, peu importe finalement. Et là, on dépasse largement le cadre universitaire. Complètement. Et il y a une chose là qui me vient en tête, je suis désolé, Ronny, nous éloigne un peu du sujet, mais simplement pour les papas et même pour les parents d'une manière générale. euh, un conseil, moi, que je peux donner, c'est de ne pas hésiter à porter votre enfant en écharpe, si c'est possible pour vous, parce que ça nous permet d'avoir les 2 mains libres. Moi, j'ai écrit plein de choses avec mes bébés en écharpe, pendant que j'étais en train de travailler. Ça m'a permis, la nuit aussi de pouvoir, continuer à lire, en berçant mes bébés et heu et voilà, ça a permis de pallier des fois à ces mauvaises nuits, de de pouvoir, moi, me mettre dans des conditions qui me permettaient aussi de pouvoir continuer à travailler. Donc heu, donc voilà. Peut-être qu'un jour, on pourra même, emmener ses enfants, sur son lieu de travail, notamment quand ils sont très, très jeunes. Pourquoi pas? Il y a d'autres pays qui le font, donc why not? À nous, à l'université, dans les locaux de la fac, c'est arrivé déjà plusieurs fois, hein. Bah, quand tu es obligé de faire cours et que, bah, ton enfant, il est malade, je suis désolée, mais il y a pas d'autre solution, bah, tu l'amènes avec toi, en fait. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette discussion. Je pense qu'on peut conclure, hein, rapidement, mais c'était vraiment super intéressant, je vous remercie. Donc concrètement, on voit que, donc être doctorant et parent, c'est possible. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, on a compris, mais c'est possible. Le plus important dans cette histoire, c'est d'être bien encadré. C'est-à-dire que quand je dis bien encadré, c'est pas seulement je fais pas non plus enfin, je fais pas seulement référence
aux encadrants de thèse ou au laboratoire, mais même en général, pouvoir avoir une crèche à côté avec des personnes de confiance, pour avoir des membres de la famille à qui on peut confier le bébé, c'est super important. On voit qu'en fait, tout ça, toute cette expérience de parents, ça permet aussi de mieux s'organiser pendant la thèse. Et du coup, ça apporte des choses. Donc voilà, donc à toutes les personnes qui sont en train de devenir, enfin, qui envisagent de devenir parents ou qui sont carrément déjà parents et doctorants, bah, écoutez, on vous envoie à tous, on vous souhaite tous bon courage, on vous envoie de la force. Vous voyez que c'est possible. Et j'espère que cet épisode, du coup, vous a donné des précieux conseils et vous a un peu plus informé sur la situation des parents doctorants en France. Voilà. Donc merci beaucoup encore à nos invités. Merci René de nous avoir invités pour témoigner. Franchement, c'est un grand plaisir. J'avais très à cœur de faire ça. Et si ça peut apporter un peu d'espoir ou même susciter des envies, et ben franchement, foncez, allez-y. De toute façon, dites-vous qu'il n'y aura pas un meilleur moment qu'un autre. Voilà. Je confirme ce que vient de dire Anaïs, il n'y aura jamais de bon moment pour avoir des enfants, il n'y en aura jamais de mauvais, en fait. Et en tant que parent, on a des ressources qui sont assez infinies et vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous et sur votre capacité de résilience dans ce parcours de parent. Et ça donne effectivement énormément de force pour à peu près tout ce qu'on entreprend. Donc, allez-y si vous en ressentez le besoin et que vous en avez envie. Le doctorat n'est pas un frein au fait de faire des enfants. Non, complètement. Les enfants ne limites, sont pas un frein aussi. Ouais, c'est ça. Les seules limites qu'il y a, en fait, ce sont celles qu'on s'impose. Mais ça, c'est comme tout dans la vie, en fait. Donc voilà, en plus, ça vous fera des compétences en plus à mettre sur votre CV. C'est clair, et puis ça donne un petit côté warrior en plus. Hein, donc, Non, mais complètement. Et t'es hyper fière quand moi, j'avais mes enfants, enfin mon fils qui était là quand j'ai soutenu ma thèse. C'est une fierté. Et franchement, c'est chouette. Voilà. Super. Allez, sur ce, à la prochaine. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.